Salut Nicolas, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Nicolas, tu es journaliste à SoFoot et tu as publié un ouvrage aux éditions Libertalia, ça s'appelle Qatar, le mondial de la honte. Alors justement, le mondial, il commence en fin de semaine, il commence dimanche. Euh, Tu parles dans ton livre des soupçons de corruption, de trafic d'êtres humains, des milliers de morts au travail, des aberrations écologiques. Est-ce que, en tant que fan de foot que tu es, est-ce que tu penses qu'il faut en avoir quelque chose à faire de tout ça, ou est-ce que tu penses que, comme certains dissocient l'homme de l'artiste, il faut aussi dissocier la compétition, le spectacle sportif de tout ce qu'il a permis, ce spectacle, et de toutes ses conséquences? Alors, c'est une vaste question. Évidemment que d'abord, il faut s'intéresser à la Coupe du Monde pour une simple et bonne raison, c'est que qu'on aime ou pas le football, c'est devenu un phénomène massif dans notre société et dans notre monde, d'un point de vue politique, économique, géopolitique, etc., culturel. Donc, c'est incontournable de s'interroger sur une Coupe du Monde, même si ça n'avait pas lieu au Qatar, premièrement. Ensuite, est-ce qu'on peut dissocier? Non, parce que fondamentalement, la Coupe du Monde, elle est un produit, elle existe pour des raisons, elle est au Qatar pour des raisons économiques et politiques, donc c'est impossible de les dissocier. Après, si la question c'est est-ce qu'on peut aimer le foot malgré la Coupe du Monde, évidemment, et ne serait-ce que parce qu'il existe tellement d'autres façons de pratiquer le foot, comme je dis souvent, le foot est plus grand que la FIFA. Pourquoi il n'y a pas eu de boycott? C'était impensable, parce que aucun État n'est en conflit en conflit ou à des conflits, des problèmes avec le Qatar. Même l'Arabie Saoudite, qui était au bord de la guerre avec l'Émirat pour des raisons de rivalité géopolitique locale, que ce soit autour du Yémen ou de l'Iran, ils se sont réconciliés. D'ailleurs, ils ont ouvert leurs frontières pour permettre aux touristes de circuler et d'aller dormir en Arabie Saoudite. Donc non, et puis la France en particulier, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, qui entretient des relations très forte avec l'Émirat depuis sa naissance. Je rappelle malgré tout que le premier stade construit à Doha a été par le même architecte qui a construit et qui a fait les plans du Parc des Princes actuel. Donc ça remonte. Nicolas Sarkozy a joué un rôle énorme qu'il assume et dont il se vante aujourd'hui pour que le Qatar ait la Coupe du Monde. En retour, on a été extrêmement bien payé puisque le Qatar a racheté PSG, a investi dans des grands groupes français, etc., etc., a acheté nos Rafales qu'on n'arrivait pas à vendre. C'est d'ailleurs François Hollande qui a signé le contrat, pour mémoire, à Doha. Et ensuite, des groupes français, notamment de construction, comme Vinci et Bouygues, Vinci d'ailleurs qui maintenant est l'objet d'un procès à cause de ça, de ces chantiers au Qatar, ont reçu beaucoup de contrats et se sont énormément enrichis. Donc pourquoi le boycott des États était impensable et personne n'est en conflit suffisamment ouvert avec le Qatar. On n'est plus dans la logique non plus des blocs, comme à l'époque du boycott des Jeux Olympiques de Moscou et en retour des Jeux Olympiques de Los Angeles. Non, le Qatar a été pour moi une diversion comme problématique. Après, individuellement, qu'on ait envie ou pas de le regarder, c'est un autre débat. Mais est-ce que tu regrettes, dans les mois qui se sont passés, peut-être aussi dans les années qui se sont passées, le manque de mobilisation politique euh, contre le Qatar, ou au moins au sujet en fait de cette Coupe du Monde au Moi, je Qatar? regrette d'abord, je veux dire une chose, je trouve que globalement, les médias, les ONG, syndicats, puisque par exemple, la CGT a été assez pionnière dans ce combat via l'Union Bio et Bois internationale, les ONG et donc les médias ont plutôt bien joué leur rôle, ont documenté. Et là, depuis, moi, j'ai mon premier reportage au Népal à titre individuel, je suis très loin d'être le seul, date de 2014. Les premiers articles dans la presse anglo-saxonne, c'est 2013-2012. La CGT, c'est 2014, les premiers rapports avec je ne sais plus quelle ONG, je ne m'en souviens plus. Euh, et voilà, et 2016, Amnesty International lance ses grandes campagnes extrêmement fortes et documentées. Donc je trouve qu'il y a eu pour le coup de la matière très riche, malheureusement. Humainement, c'était quand même très rapidement catastrophique, hein. Moi, quand je suis arrivé au Qatar en 2014, il y avait des cadavres qui revenaient tous les jours par avion. Donc on était quand même dans cette configuration. Quand j'étais à Katmandou, pardon, au Népal. Ce qui s'est passé très simplement, c'est que je regrette que la gauche n'ait pas été plus originale et plus combative sur le sujet. Alors, à gauche du gouvernement, sous Hollande, elle a fait exactement comme ses prédécesseurs. Et l'argument de dire qu'il fallait continuer, je ne le comprends pas. Moi, j'ai un souvenir très fort avec Najat Vallaud-Belkacem, en interviewant, alors qu'elle était ministre des Sports. Je revenais du Qatar, je me prêtais à m'embarquer pour aller suivre la Coupe du Monde au Brésil. Et je lui ai parlé de la question du boycott, hein. Elle m'a dit, vous n'y pensez pas. Donc, on était en 2014. Et depuis, même, prenons le dernier quinquennat qui vient de s'écouler, il y avait la possibilité de demander des enquêtes, de lancer des commissions. Je comprends avec beaucoup de sympathie les pétitions qui ont été signées, les prises de position d'élus LFI ou autres, hein, ces derniers temps, écolos.
Euh, mais je trouve ça, alors, pas tardif, mais pour le coup, il y avait un boulot à faire en amont au sein de l'Assemblée. Je dis pas que ça aurait changé la position du gouvernement, mais je vois par exemple l'importance qu'a malgré tout en termes de conscience citoyenne le rapport du Sénat sur les agences de conseil. Ça a quand même révélé quelque chose que plus personne ne peut taire. Je pense que ça aurait permis et ça aurait appuyé le travail que menaient ONG, médias, etc. pour affirmer la problématique d'une part des droits humains, etc. Mais surtout la place que la France, la complicité de la France avec tout ça. Et je suis très étonné aujourd'hui de découvrir voilà, d'entendre des choses et des indignations qui me semblent pour le coup pas tardives parce qu'on savait que ça avait été fait, que les journalistes avaient travaillé et que les ONG l'avaient également fait, les syndicats. Moi, je suis vraiment un peu désarçonné parce que le football est quelque chose pour mon sens de très important, mais pas uniquement parce que je pense que c'est un sport important ou que c'est un sport qui m'intéresse. Dans la société française, on le voit bien, le président de la République qui décroche le téléphone pour appeler Kylian Mbappé pour qu'il reste au PSG. Donc on n'est plus simplement dans des considérations tel ou tel sport. Donc voilà, j'aurais aimé un peu plus de prise de conscience précoce et d'engagement et au-delà de déclarations. Je ne sais même pas s'il y a eu des questions au gouvernement à ce propos. Je sais. Euh, alors qu'il y a pour le coup du travail qui est fait à l'Assemblée, au Sénat sur le sport de manière parfois très pointue, le travail de Marie-Georges Buffet sur les supporters de foot, notamment si je pense à celui-là, il y a d'autres même des gens qui ne sont pas de notre bord, hein, comme Monsieur Savin qui est sénateur LR, qui est plutôt un spécialiste. Il y a eu des commissions et des choses très intéressantes qui ont été menées. La Coupe du Monde est restée un angle mort. Alors, et aujourd'hui, s'étonner, comme le fait la ministre des Sports, on est un peu revenu de ce qui se passe à la 3F. Bon. Voilà, ça trouve ça. Et du coup, la Coupe du Monde va commencer dimanche prochain. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, c'est quoi les marges de manœuvre? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Parce que tu as dit, voilà, les journalistes et les ONG ont fait leur taf. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire ou est-ce que maintenant, à partir de dimanche, bah, on kiffe sur notre canapé ou dans des espaces et on regarde la Coupe D'abord, du Monde, les cette matchs? Coupe du Monde, elle va être difficile à kiffer. Et au-delà même de toute considération de peine à jouer ou de rabat-joie que je peux être, hein, sur cette question, comme on l'avait remarqué, elle passe en novembre. Il n'y a pas le côté parenthèse estivale qu'il y a toujours eu autour de la Coupe du Monde. Le championnat s'arrête pendant un mois, on attend. Là, les matchs ont eu lieu il y a une semaine. Les mecs, ils ont pris l'avion, ils arrivent, ils débarquent et quand ils reviendront, ils feront quasiment le même cycle. Donc moi, je sais pas, j'ai du mal à vivre comme les autres. Qu'est-ce qu'on peut attendre? D'abord, les positions des fédérations et des sélections nationales. Je suis pas un fan intégral, mais voilà, au moins les Américains, eh ben, ils mettent des couleurs LGBT malgré la pression de la FIFA qui essaye d'empêcher toute manifestation politique. Elle a demandé aux sélections de se concentrer sur le football et elle a refusé par exemple au Danemark de porter un t-shirt qui avait marqué pour les droits de l'homme. Hein. Donc c'est un truc revendicatif, hein, dans le hardcore. Et en plus, c'était pendant les entraînements. Pour les entraînements, donc même ça c'était trop. Donc les Américains ils ont mis leur pays, leur drapeau, leur représentation aux couleurs arc-en-ciel. Et là ils ont joué un match avec des migrants. Mais il y a des prises de parole à avoir, des comportements, des attitudes. Les Français ils ont créé un pseudo-fonds. On se demande auprès de qui ils vont travailler. Avec Génération 2018. Oui, mais on ne sait pas avec les ONG ils vont travailler. Ouais. Sur place, j'ai pas très mal. Ça fait vraiment genre foutez-nous la paix maintenant. On a mis un peu d'argent dans la cagnotte là chez nous. Ils vont faire de la défiscalisation. Il y a un côté, mais il y a un côté peine. Il y a un côté, ouais, il y a un côté dame patronesse qui donne aux pauvres en sortant de la messe. Mais il y a un peu ce côté-là. Mais oui, il y a encore des marges de manœuvre pour les joueurs de foot qui ont une liberté que n'a pas tout le monde. Sur place, les journalistes, j'espère, vont continuer à faire leur travail, même si ça va être compliqué. Hein. Je rappelle que ça l'a été même par le passé. Il y a, et puis il faut ce que fait demande Amnesty ou Human Rights, Human Rights, je suis désolé, je me les mélange toujours, mais ouais, qui demande un fonds d'indemnisation à hauteur de 440 millions de dollars. C'est ce que vont toucher les sélections nationales présentes sur place qui sont entre guillemets dédommagées parce qu'elles participent au show quand même. Voilà, donc ils demandent à peu près la même chose pour les familles des migrants. Je rappelle que alors, il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui vont revenir très gravement blessés ou avec des problèmes de santé liés notamment à la consommation d'eau désalinalisée, qui est très mauvaise pour les reins, dans un pays où il n'y a pas de système de santé pour les aider. Évidemment, après, je rappelle aussi que beaucoup se sont endettés pour partir auprès d'agents, qu'ils ont dû payer des agences de placement, et quand ils meurent, ben, c'est leur famille qui doit rembourser les dettes. Donc voilà, ce serait pour moi pour enlever un peu de enlever un peu de l'horreur à l'horreur. Mais oui, il y a une petite marge, mais surtout, il faut continuer à en parler. Et ça ne doit pas être une Coupe du Monde comme les autres. Parce que ce qu'espère le Qatar, c'est qu'une fois que le ballon roule, on oublie tout, ce qui est un grand argument des défenseurs actuels de ce jeu.
Tu as parlé de différentes personnes, tu as parlé des Danois, voilà, qui vont changer les coups, non, des Danois qui ont des prises de position, enfin, qui ont essayé d'avoir sur leur maillot écrit quelque chose pour les droits humains. Tu as parlé des États-Unis qui vont changer les couleurs de leur maillot. Il y a aussi l'ancien capitaine allemand qui a eu des mots assez forts contre le Qatar et pour les droits humains. Est-ce que ça n'intéresse que l'Europe, tout ce que tu racontes dans ton livre, ou est-ce que ça dépasse un peu enfin, l'Europe et du coup l'Occident, hein, parce qu'il y a aussi les États-Unis. Est-ce que les pays d'Amérique latine, on les entend pas beaucoup, les pays d'Afrique, Ah les non, pays là, d'Asie du de toute Sud? façon, c'est une réalité, c'est problématique, elle est très liée aux pays occidentaux. Euh, en Amérique latine et en Afrique, pour des raisons très différentes, ils attendent cette Coupe du Monde parce qu'ils espèrent que leurs sélections vont gagner. Les Africains ont un regard qui peut se comprendre, de dire on crève toute l'année, débrouillez. Enfin, les migrants on connaît, vous en avez rien à foutre, lancez les nôtres en Méditerranée. En gros guillemets, laissez-nous kiffer notre équipe nationale. Sénégal, depuis le temps que l'Afrique espère briller en Coupe du Monde. Les Sud-Américains, c'est un peu la même. Ce qui est particulier quand même malgré tout, je le dis bah, à l'inverse, c'est quand tu lis la presse ou il y a nulle part dit que c'est faux. En fait, personne ne nie la réalité qui est décrite. Juste que pour les Sud-Américains, les Africains, ça leur semble des problématiques très occidentales. Je pense qu'ils ont tort hein, d'imaginer que ça se limite à ça, ne serait-ce que parce que les problèmes migratoires touchent particulièrement l'Afrique. Mais oui, c'est vrai que c'est malgré tout, ça interroge d'ailleurs hein, sur les mobilisations, sur ces questionnements-là. C'est un des arguments des pro-Qatar, hein, de dire c'est un petit délire occidentaux gâtés, même s'ils ne rêvent que de nous voir venir dépenser notre argent chez eux. Hein, c'est l'amour vache. Mais là, non, oui, c'est une réalité qui s'interroge hein, sur est-ce que les problématiques de mobilisation internationale aujourd'hui qui dépasseraient. C'est pas propre au football, je pense, hein, d'ailleurs, au passage. Après, il y a eu des prises de position au Chili, dans d'autres. Il y a pas que non plus spécifiquement. Mais il est vrai que la question, cette question-là des migrants et alors l'écologie, vous imaginez bien ce que c'est en Afrique aujourd'hui comme problématique, même s'ils sont les premiers à en pâtir et à en souffrir. Mais ça leur semble hein, pour le coup une pression supplémentaire occidentale qui leur tombe sur les épaules pour les culpabiliser. Est-ce que tu dirais que le football aujourd'hui est malheureusement divise plus qu'il n'unit? Bah, il a toujours un peu fait en fait, mais ce qui est réel c'est que la Coupe du Monde qui avait cette vocation d'être un grand rassemblement du foot des nations, on se retrouvait dans un pays, donc on découvrait ce pays et puis tout le monde se faisait la fête, les souvenirs des Jamaïcains à Paris en 98, tout ça, etc. Jamaïcains qui étaient massivement des Anglo-Jamaïcains pour des raisons économiques que j'ai pas besoin de préciser. Mais voilà, donc il y avait ce côté-là. C'est vrai que on a vu là avec les défilés de supporters des équipes nationales qui sont fait des travailleurs migrants qu'on a plus ou moins payés pour faire le show. Je les comprends, hein, ils ont pris le pognon qu'on leur a donné. Mais oui, est-ce que ça divise? Non, bah, c'est normal parce que le monde il est divisé, parce que les problématiques de droits des migrants, la question d'écologie ou des droits LGBT divisent. Il n'y a pas besoin. Alors pour les droits LGBT, c'est effectivement terrible ce qui se passe au Qatar pour les homosexuels qataris. Les homosexuels occidentaux, je pense qu'on est relativement protégés parce que quand tu es occidental, tu l'es. Mais pour rappelez-vous, c'est 8 ans de prison et puis aller en prison quand on est accusé d'homosexualité au Qatar, je ne veux même pas imaginer ce que c'est. Et puis c'est le simple fait de dire que c'est un crime d'être homosexuel. Donc et ce n'est pas le seul pays, hein, dans tout le pays du Golfe, c'est comme ça, dans les pays africains comme le Sénégal. Mais regardez ce qui s'est passé en Europe au moment de l'Euro. Hein, l'année dernière, la ville de Munich s'est vue interdire par l'UEFA de se mettre en couleur LGBT car elle voulait protester contre une loi votée en Mm. Hongrie. Il y avait un match Allemagne-Hongrie, une loi votée en Hongrie contre les homosexuels et l'UEFA lui a refusé. Donc le football divise parce que le monde et la société est divisée de plus en plus de manière clivante et que certaines problématiques deviennent très violentes. D'autant plus, je pense que malgré tout, le foot, c'est un espace où les gens sont quand même contraints de se rencontrer. Et là, pour le coup, dans une vraie diversité mondiale, même s'il y a des zones qui sont ignorées. Hein. Par exemple, on a dit que tout le monde s'en fout de la Coupe du Monde en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. En Inde, ils en parlent, hein, mais pour le côté des travailleurs migrants qui meurent, mais la Coupe du Monde, ils n'aiment pas le foot, ils ne suivent pas, ils n'ont aucune chance d'être qualifiés. Pour eux, c'est lointain. Mais il y a eu des articles dans la presse indienne sur le sort des travailleurs indiens, comme au Népal, mais leur sport qui les intéresse, c'est le cricket. Hein. Et notamment, la rivalité écrite entre l'Inde et le Pakistan, donc j'imagine qu'elle est très politique. Mais voilà, donc oui, le foot divise parce que le monde est divisé, mais c'est aussi là que les gens se rencontrent pour vivre leur division et leur différence.
J'ai une dernière question, Nicolas. C'est sur cette attribution dont on parle beaucoup au Qatar, qui remonte maintenant à plusieurs années. On n'a pas vraiment l'impression que bah, les modes de désignation, l'opacité en fait qui règne sur ce type d'attribution, ensuite sur tous les contrats qui en découlent, on n'a pas l'impression que ça va changer. Il y a eu une vidéo un peu humoristique c'est un humoriste anglais, enfin britannique, qui vient. Il y a Sepp Blatter qui est en train de faire une conférence de presse, et puis il dit Hello, c'est la Corée du Nord. Voilà, je vous donne le billet. Est-ce que la prochaine fois vous pouvez nous donner la Coupe du Monde? Bon, c'est un pastiche et il se fait tout de suite sortir par la sécurité. Mais est-ce que tu penses que ça va changer? En fait, est-ce que tu penses que plus jamais la Coupe du Monde n'aura lieu dans un pays comme le Qatar avec les conditions qu'on connaît? D'abord, je suis pas devin. Et ensuite, euh, pour la prochaine, non, puisque ça va être États-Unis, Mexique, Canada. Alors, il y a des problèmes, hein, notamment de point Ouais. de vue écologique, hein, sur trois pays. J'imagine la distance, les questions des migrants, ça va être non plus très simple entre le Mexique et les États-Unis. On se rappelle que Trump n'était pas un grand fan de cette compétition pour cette raison. Mais euh, oui, alors la prochaine, après, donc, ce serait les États-Unis, Mexique, Canada. Ensuite, ça serait peut-être l'Australie. Voilà, donc il y aurait deux Coupes du Monde, c'est pas plus simple, mais sauf que l'écologie, à mon avis, va devenir un problème très lourd à expliquer pour les événements sportifs internationaux dans leur ensemble. Mais qui va réguler la FIFA? Qui va la contrôler? Elle est basée en Suisse, elle a un statut d'organisation à but non lucratif, en fait, alors que c'est une multinationale, qu'elle est dans son fonctionnement et dans son poids dans le monde, elle est un GAFA. Elle est au niveau de Google, elle parle aux États dans les yeux, elle est sous contrôle de personne. Voilà, les procès, la plupart terminent en autre boudin, la plupart du temps, sauf quand il y a intérêt au sein de la FIFA de se débarrasser de quelqu'un comme avec Sepp Blatter, et encore, il a été blanchi avec Michel Platini. Donc voilà, je vois pas comment les choses pourraient véritablement changer. Le Qatar a eu ce mérite, enfin ce mérite, a eu cette vérité de révéler comment ça fonctionne, que clairement c'est un tout petit pays, c'est pas l'enfer en France, qui n'a pas d'histoire de foot, euh, c'est une Coupe du Monde sur une ville, hein, qui a acheté une Coupe du Monde. Et on me dit oui, c'est dans un pays arabe, mais dans ce cas, nonobstant toute considération de ce qu'on peut penser du Maroc, et sur le régime ou c'est pas ça occidental, il était quand même un peu plus crédible comme candidat grand pays de foot, grand club en Afrique, le Raja, etc. Grand mouvement supporter, déjà un pays avec une infrastructure touristique, des hôtels, enfin tout était pour lui. Sauf que lui, évidemment, malgré tout, même le roi ne peut pas mettre 200 milliards de dollars pour accueillir une Coupe du Monde. Et voilà, donc non, je vois pas ce qui pourrait changer. La Corée du Nord, non, parce que la Corée du Nord n'aura pas malgré tout les moyens d'investir comme alors que la Corée du Nord, entre guillemets, est plus un pays de foot que le Qatar, si on rentre dans l'ignoble. Mais non, la Corée du Nord, non. Mais un des rêves, vous savez, de la FIFA, c'est que la Corée du Nord et la Corée du Sud se réconcilient grâce au football et participer à cette réunification et célébrer dans une Coupe du Monde. Mais pour le moment, non. Mais le Qatar n'a pas acheté la Coupe du Monde uniquement, évidemment, comme dans les grandes multinationales, dans le commerce international. On fait des cadeaux entre seniors, on fait un petit billet, on t'offre une villa, blablabla. C'est pour mettre de l'huile dans le moteur. Mais le vrai achat du Qatar, c'est son investissement dans les clubs de foot, dans les médias, dans les droits télé, etc., dans les pays qui y pèsent. C'est là où ça se situe. On est dans d'autres Y enjeux. compris en France. Bah, surtout en France, on a été, enfin, franchement, pour le coup, on peut, enfin, l'économie française a des relations extrêmement fortes avec les échanges avec le Qatar. Imaginez en plus avec la crise avec la Russie, c'est le principal producteur de gaz dans le monde. Oui, donc moi, je vois pas ce qui pourrait changer, d'autant plus que là, pour les 8 prochaines années, il y a les deux candidats a priori seront, je dirais pas safe, mais ce sera plus simple à gérer que. Il y aura peut-être au niveau des polémiques, au niveau de l'écologie, ça va peut-être monter encore plus. On ne sait pas qui sera président de la République, peut-être Trump de nouveau aux Mm. États-Unis. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.